Hello la team, nouveau numéro du Flash Mercato. Alors aujourd'hui, Peshao, on va beaucoup moins en parler, si ce n'est on va pas en parler du tout. On verra, on fera un point sur la fin de vidéo. Tout d'abord, on va parler de quoi? De la nouvelle recrue de l'OM, alors Aubameyang qui a signé. C'est désormais acté selon le Méché chinois et Foot Mercato qui nous précise que ça sera officiellement annoncé dans les prochaines heures, les prochains jours. Donc c'est désormais fait. On va voir ça ensemble pour Aubameyang, on va voir ça ensemble aussi pour Timothy Weah. Alors, est-ce que le plan B, ce sera Mantuan, je ne sais pas comment on l'appelle, Gustavo, de son prénom, brésilien qui joue du côté de la Russie au Zénith Saint-Pétersbourg, un joueur intéressant dans son profil, qui est très polyvalent et qui peut ressembler quand même au profil à la Timothy Weah. Alors ça peut ressembler au plan B, mais on pourrait pourquoi pas imaginer autre chose. Allez, on va voir ce qu'on peut imaginer dans cette vidéo-là. Tout d'abord, n'oubliez pas, ce samedi, donc après-demain, on se retrouve en live. Ça c'est sûr et archi sûr. Pourquoi? Pour le match Girone Olympique de Marseille du côté d'Andorre, dans le petit stade que vous voyez derrière qui est en travaux. Je ne sais pas s'il est toujours en travaux. Donc on parlera de l'actualité, du mercato, on parlera de la rencontre. On fera ça comme les deux premiers matchs qu'on a vécu ensemble, en mode détente avec mon petit café ou mon jus d'orange que je vais boire tout de suite. Et on part sur quoi? Sur le mercato. Allez, on change d'écran. Cette fois, c'est de l'autre côté, vous me retrouvez. Donc, Pierre-Emerick Aubameyang et l'OM ont trouvé un accord total, selon le Méché chinois. Alors, je ne sais pas comment on le dit. Donc, je vais bien le lire. Excuse-moi, Marc Méché-Noua. Voilà, j'étais bien cité. Donc Pierre-Emerick Aubameyang et l'OM ont trouvé un accord total. Les deux parties ont réglé les derniers détails contractuels qui ont retardé sa visite médicale à l'Olympique de Marseille. Le joueur devrait être officiellement marseillais d'ici la fin de semaine. Donc d'ici la fin de semaine, Aubameyang annoncé. Hier, j'ai pressé un petit peu la chose. Peut-être qu'on m'a écouté. Peut-être qu'Aubameyang, il a dit, bon, si Sébastien Foot, il a dit, il faut se presser. Eh ben, je vais me presser. J'arrive d'ici la fin de semaine. Nous sommes jeudi, donc vendredi, samedi, dimanche. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, tiens, pour ceux qui vont deviner, à quel jour va arriver Aubameyang. Je parle de l'arrivée à Marseille, à Marignane. Moi, je vais dire samedi. Voilà, je sais pas pourquoi, juste avant la rencontre, pourquoi pas, du côté de Marseille, c'est pas bien grave, il y aura du monde quand même si c'est samedi, même si c'est dimanche, il y aura du monde qui va l'attendre, ça va être très très chaud à Marignane. Allez, on enchaîne avec autre chose, et n'hésitez pas aussi à réagir, je viens de mettre mon petit appareil, donc le Feted, pour rajouter un petit peu de punch au micro, n'hésitez pas à me faire votre retour son, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que le son est bon, est-ce que le son grésille pour vous, ici et là, n'hésitez pas à me faire un retour son, les amis. Allez, on enchaîne avec Timothy Weah du côté de Gazzetta dello Sport. Guillaume MP nous relaye que Timothy Weah a un accord avec l'OM sur la formule d'un prêt avec obligation d'achat. C'est ce que l'OM veut en bleu. Et derrière, la différence, c'est toujours 5 millions d'euros entre l'offre de 15 millions d'euros de l'OM et la demande de 20 millions plus des bonus. Maintenant, c'est plus 15 plus des bonus. On reste sur les 20 millions. Voilà, c'était entre 20 et 22. On reste sur 20 millions plus des bonus. L'optimiste demeure toujours du côté de l'OM et du joueur qui a envie de venir du côté de l'OM. Le joueur pousse pour rejoindre Marseille. Timothy Weah veut venir. C'est dommageable si on n'arrive pas à s'accorder sur la somme pour quelques millions d'euros. Donc la Juve veut récolter peut-être un peu plus. Ou alors c'est un jeu. Voilà, c'est un jeu comme ça. Un coup de pression, un coup de bluff. Ils veulent un peu plus de pognon gratter. Pourquoi pas 1 ou 2 millions d'euros pour recruter d'autres joueurs derrière. Parce qu'apparemment, je crois qu'ils visent Molina de l'Atlético Madrid, du côté de la Juve. Donc on s'en fout de ce qu'ils visent. On le voit à l'écran justement, Molina, avec le maillot de l'Atlético. On va passer maintenant sur un autre dossier. Et pourquoi pas le plan B? Alors, on parle tout à l'heure d'un Brésilien. Est-ce que vous connaissez? N'hésitez pas à me dire si vous connaissez vraiment ce joueur-là. L'OM s'intéresse à Gustavo Mantuan. 24 ans, ailier du Zénith Saint-Pétersbourg, ou arrière droit, ou arrière gauche, ou ligne gauche. Il peut jouer beaucoup de postes, un petit peu comme Timothy Weah. Capable d'évoluer comme piston droit. Son profil plaît beaucoup à la direction et à De Zerbi. Il est validé, ce profil. Alors, c'est Foot Mercato qui nous relaye cette information-là. À prendre toujours avec des pincettes, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, avec toutes les pinces de crabe que je laisse en bas à droite de l'écran. J'aurais dû la changer et la mettre juste là, mais c'est pas bien grave. En tout cas, il nous reste 40 jours, comme vous voyez en haut, J-40 pour la fin du mercato. Il faut être confiant et l'OM travaille sur d'autres dossiers. Même si ce dossier, ce n'est pas concret, ce n'est pas une vraie piste, on peut dire que l'OM travaille sur d'autres dossiers. Si on se fait pas Weah, si on se fait pas Peshao, on fera d'autres joueurs. Ça, faut pas s'inquiéter. C'est pas parce que moi, derrière, dans mes vidéos, je fais parfois un petit peu le clown, à donner mon avis, à m'emporter ici là, que certains prennent mal, qu'il faut penser que c'est la vérité. La vérité, seul l'OM, la direction, la connaît. Et seuls les joueurs qui viennent à l'OM la connaissent aussi.
J'enchaîne. Et on va voir un petit peu le descriptif du joueur, une petite analyse très rapide de 2 comptes intéressants. On y va, let's go. Avec Manga Web d'abord, pas pour la description, mais plutôt pour la concurrence et l'intérêt à voir combien il réclame du côté du Zénith. Concernant les rumeurs selon lesquelles Flamengo serait en négociation avec Gustavo Mantua actuellement au Zénith, le président du Zénith, Alexander Medvedev, nie que le club ait donné la permission à Flamengo de négocier avec le milieu de terrain. Zénith n'a autorisé aucune négociation. L'Athletic, donc le Zénith, réclame 5 millions d'euros. Donc 5 millions d'euros pour le joueur ailier arrière droit. On va voir son profil, on va voir sa fiche Transfermarkt tout de suite. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce joueur-là. Pour ceux qui connaissent, hein, donnez-moi votre avis. Allez, on enchaîne. Gustavo Mantuan, donc il joue au Zénith Saint-Pétersbourg, contrat jusqu'en juin 2027. Il a 24 ans, pas de sélection avec le Brésil, ni avec les espoirs. Mais c'est un joueur intéressant dans sa polyvalence. Ailier droit, il est marqué là, mais il a joué arrière droit souvent la saison dernière. 3,5 millions de valeur Transfermarkt. C'est à peu près la valeur qu'ils estiment. Du côté du Zénith, ils réclament 5 millions d'euros et peut-être un peu plus. On peut se douter bien qu'ils vont proposer peut-être plus, réclamer plutôt. Il est brésilien et il a la double nationalité, il a un passeport italien. Ça, c'est très pertinent et très important d'en parler. Pourquoi? Pour les places d'extra-communautaires. Au moins, on pourra garder une place, on ne sait jamais, pour un autre Brésilien, comme Peixao ou d'autres derrière. Il est ailier droit, il est arrière droit, il est arrière gauche ou ailier gauche. Donc là, vous voyez pas tous les postes qu'il a occupés dans sa carrière. On va les voir juste après. 3,5 millions de valeur Transfermarkt, on en a parlé. Un point important, donc déjà il est droitier. Un point important, il est de l'agence, la même agence que Luis Enrique. Donc ça pourrait peut-être avantager les négociations et accélérer peut-être les négociations s'il y a des discussions entre l'OM, le clan du joueur et pourquoi pas après le club du Zénith. Donc ça c'est un avantage. Hein. Pour les négociations, ça peut aller très rapidement. Si on connaît les agents, ça peut être plus facile à négocier. Vous voyez ce que je veux dire? 1m76 pour son profil. C'est pas grand, c'est pas très petit. C'est dans la moyenne basse, on va dire. C'est un joueur qui peut être physiquement peut-être dépassé, mais c'est un joueur qui est pas très petit non plus. On va voir tout à l'heure dans une vidéo. Il a joué au Corinthians du côté du Brésil, il a été formé au Corinthians du côté du Brésil, il arrive en Russie et en Europe, il n'a joué que avec le Zénith Saint-Pétersbourg où il avait été prêté en 2022 et ensuite recruté en 2023 pour 2 millions d'euros. Donc le joueur cette saison il a joué qu'un match, qu'une rencontre pour 68 minutes, effectivement ça fait que commencer du côté de la Russie, mais il a joué d'autres matchs la saison dernière. Comme il nous le dit, mordu de l'OM, il nous dit que sur la saison dernière, Gustavo Mantuan c'est 38 matchs, 24 titularisations pour 4 buts, 7 passes décisives. Alors, il a joué en poste d'ailier, en poste d'arrière droit. Il est plus arrière droit, piston droit, j'ai envie de dire, plutôt en termes de profil. On va voir tout à l'heure comment il est détaillé ce profil par Datascout et un autre trade qui était plutôt intéressant. Décisif toutes les 205 minutes, donc il est assez intéressant dans son efficacité pour les stats et c'est ce que réclame parfois De Zerbi dans les joueurs qui apportent de l'offensive. Allez, on va voir maintenant un petit peu les autres saisons parce que là on a vu qu'une saison, celle qui est passée pardon, en 2024-25, donc 38 matchs au total, 4 buts, 4 passes décisives. Ça, à mon avis, ils ont oublié quelques stats, mais c'est pas bien grave. Du côté du Zénith en 2023-24, c'est 4 buts, 3 passes décisives en 37 matchs et du côté du Zénith, la première année en 2022-23, c'est 29 matchs, 6 buts, 4 passes D. Donc c'est 3 saisons plutôt correctes pour un arrière, latéral, piston, ailier droit, ailier gauche. Mais le niveau, c'est la Russie. Alors est-ce que c'est le bas qui blesse? Et si là, on verra ça tout à l'heure avec la comparaison avec Timothy Weah dans un graphique. On enchaîne avec Gustavo Mantuan pour tous les postes qu'il a occupés, vous le voyez. Ailier gauche 37 fois dans sa carrière, ailier droit 43 fois dans sa carrière, arrière droit 23 fois dans sa carrière, milieu droit 7 fois dans sa carrière. On voit qu'il est plus préposé à jouer sur le couloir droit, il est droitier, donc pourquoi pas pour les centres, pourquoi pas pour se réaxer et frapper de son pied gauche. Je ne sais pas s'il est avec le pied gauche, il est de qualité, mais en tout cas c'est un joueur qui centre beaucoup et on va voir dans ses stats tout à l'heure. Première Liga, pardon, c'est tous ces matchs qu'il a joué en Russie, 76, 27 matchs en Coupe de Russie et Super Coupe de Russie, 2 matchs. Tout ce que je vous ai mis en jaune, c'est les matchs qu'il a joué en Europe. Il n'a joué aucun match en Europa League, en Conference League ou en Champions League. Pas d'expérience au très haut niveau, ni avec le Brésil, ni en Coupe d'Europe. Donc c'est un joueur qui va peut-être être découvert avec l'OM et passer un cap s'il vient du côté de l'OM, bien sûr. Allez, on enchaîne avec justement le trade. Non, pas encore. Tout d'abord, du côté de SofaScore, il nous précise que le joueur a la meilleure note de la première ligue russe depuis qu'il est venu en arrière latéral au Zénith. 14 matchs, 12 titularisations, 3 buts, 4 passes D, 5 grosses occasions créées, 38 passes D. Donc ça, c'est pas les 38 passes D, c'est les 38 passes clés, à mon avis, les centres peut-être qui ont été intéressants. 34% de précision dans les centres.
Donc franchement, c'est très intéressant. Un centre sur 3, ça arrive à destination pour un partenaire. Donc c'est très intéressant. Et 72% d'efficacité dans le duel, que ce soit offensif ou défensif. Parce que vous allez voir, c'est pas parce qu'il est très offensif que défensivement, ça laisse à désirer. Il est un peu plus supérieur à Timothy Weah, on va dire. Donc du côté de sa hitmap, vous le voyez, c'est souvent sur le côté droit, légèrement sur le côté gauche quand il jouait sûrement ailier gauche, mais c'est souvent sur le côté droit. Voilà pour le joueur. On continue derrière avec le trade de Datascout qui nous précise que quoi? L'OM sur le meilleur latéral offensif de Russie. Gustavo Mantuan est monstrueux statistiquement, notamment athlétiquement en attaque. Top 1% en duel offensif gagné, top 6% en course progressive, top 6% en pointe de vitesse, top 12% en accélération violente, top 1% en centre réussi, top 3% en passe progressive. Donc tout ça, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais si c'est 1%. Ça veut dire qu'il est dans les 1% meilleurs dans la Ligue de Russie. Donc c'est vraiment qu'en Ligue de Russie. Ce n'est pas les top 5 des grands championnats, bien sûr. Il faut comparer ce qui est comparable. Donc je continue. Selon notre algo, c'est le meilleur latéral de Russie, même si on pourrait aussi considérer comme un ailier vu à quel point il joue haut. Bon, par contre, les niveaux en Russie n'est pas très élevé. En joueur similaire, on a Cuadrado, vous en souvenez, le Colombien joué à la Juve, qui jouait à la Juve dernièrement. Je ne sais pas s'il est toujours à la Juve, mais en tout cas un joueur très très offensif pour un... À la base, c'est un ailier, Cuadrado. Quand il jouait en Angleterre, je crois à Chelsea, si je ne me trompe pas, il est parti à la Juve et il a rétrogradé sur le banc, pas sur le banc, sur le terrain, et il est retrouvé en latéral, voire piston. Donc on peut se dire que c'est un joueur très offensif, mais plus à partir de loin de derrière. Mais aussi des pistons comme Frimpong, Nuno Tavares, on s'en souvient du côté de l'OM, ou des ailiers comme Francisco Conceição. Stat à prendre avec des pincettes car il est entre le piston et l'ailier, donc c'est compliqué de trouver un bon échantillon de comparaison. Donc voyons un petit peu ça. Ces datas sont graphiques. Vous le voyez, tout est en vert. Il est supérieur à pratiquement tous les joueurs en Russie, bien sûr. Mis à part les duels aériens gagnés. Comme je vous l'ai dit, 1m76. Peut-être que dans les duels, peut-être physiques et même aériens, ça laisse à pêcher. C'est le cas. Et les interceptions. Pour vous dire, peut-être qu'il... Il va pas trop défendre, il va plutôt proposer et se projeter en attaque. C'est un joueur qui jouait au Zénith. Le Zénith dominait largement le championnat de Russie. Donc on peut penser que le Zénith il jouait dans les 30-40 derniers mètres pendant toute une rencontre. Donc ça va être la même chose du côté de l'OM. Quand on va rencontrer des équipes plus faibles, on va dominer nos adversaires. Donc il faudra un joueur quand même qui propose quelque chose offensivement. Si on compare à Murillo, c'est... un cran plus bas, vous voyez ce que je veux dire? Il est défensivement plus costaud qu'un Mantuan, mais offensivement, il va peut-être moins apporter qu'un Mantuan. Voilà, c'est ce qu'on peut résumer la chose entre les deux joueurs. Maintenant, on va voir avec un autre joueur, parce qu'il y a la comparaison aussi avec Timothy Weah. Donc, vous voyez toutes les datas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, 38 matchs, 4 buts, 7 passes D. Donc, il est en fin de contrat jusqu'en 2027, 3,5 millions de valeur. Vous voyez tous les postes préférés, à droite comme à gauche, mais c'est vraiment au poste de droite où il est le mieux. Et on va se dire que plus offensif, voire piston, ça lui convient parfaitement. Allez, on va voir derrière la comparaison avec Timothy Weah. Vous le voyez, il est en bleu et Timothy Weah est en vert. Donc, c'est à prendre avec de la mesure, avec de la pincette, avec du recul. Timothy Weah joue en Serie A et l'autre, il joue du côté de la Russie. Il y a une grosse différence de niveau entre la Russie et la Serie A. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ça, c'est à prendre avec du recul, mais on voit les qualités du joueur, sur quoi on peut se baser. C'est course progressive, sur duel offensif gagné, dribble réussi, passe progressive, centre réussi, passe réceptionnée, passe décisive attendue, but et duel défensif gagné. Duel défensif gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a offensif, tout ce que je viens de vous citer, et juste duel offensif gagné, on peut se dire quand même qu'il a pas mal de choses à montrer. Parce que là, ce qu'on voit, il est vraiment intéressant. Même dans les duels défensifs, peut-être qu'il ne rechigne pas à la tâche d'aller au duel. Peut-être que c'est un joueur qui est hargneux, qui est grincheux, qui a la grinta, comme on le dit, pas grincheux, qui a la grinta et qui, pourquoi pas, ira comme un guerrier. Et c'est ce qu'on attend du côté de l'OM. Un joueur qui apporte offensivement, mais derrière, quand il fera les efforts, qui ne se cache pas. Voilà, qui aille au duel, qui fasse pas comme Luis Enrique contre Lens, qui regarde le joueur aller centrer ou aller frapper, qu'il aille sur le joueur, qu'il aille le tacler, qu'il prenne des risques. Défensivement parlant. Duel défensif disputé aussi à l'avantage par rapport à Timothy Weah. Donc là, c'est une comparaison qu'on peut dire qui n'a rien à voir avec la réalité du terrain. C'est sur le terrain qu'on peut juger le joueur, pardon. Et c'est en Ligue 1. Ça va être la même chose. Est-ce que ça va être la même chose que la première ligue russe? Je ne pense pas. On enchaîne avec un autre trade qui est intéressant. Celui de Vincent B. Il nous l'a fait en juin. On va voir ce qu'il nous dit par rapport à au joueur russe, brésilien. Nice qui pourrait vouloir doubler Klose. Donc là, c'était par rapport à Nice qui s'intéressait, c'était en juin. Monaco en recherche d'un remplaçant à Vanderson. Lyon aussi a besoin au poste. Une piste qui cocherait pas mal de cases, selon moi, se trouve en Russie. Gustavo Mantuan, Zénith Saint-Pétersbourg. Petit trade qui date du 9 juin. Et je continue. Bon,
Déjà, je suis tombé sur lui un peu hasard, en bossant sur Cassiera. Mais Mantuan m'a tapé dans l'œil pour plusieurs raisons, et notamment par la fiabilité qu'il semble afficher à son poste. Première chose positive, sa polyvalence. On vient de la citer. Un petit peu comme Timothy Weah. Capable d'évoluer sur tout le flanc droit, défenseur dans une défense à 4 ou à 5. Donc là, on peut se dire qu'on joue à 5, à 4 actuellement. On peut se transformer à 3. Donc il pourrait passer en tant que piston à droite si on joue à l'offensive. Donc ça peut correspondre à notre jeu, au jeu prôné par De Zerbi. Je continue. Il affiche un niveau d'intelligence et de qualité technique qui en font un joueur fiable à peu près partout. Physiquement, c'est un joueur de gabarit moyen, 1m76, pas forcément athlétique, mais très équilibré. Un bon équilibre, centre de gravité bas, une bonne réactivité et des appuis solides pour s'orienter et être explosif. Techniquement, il est au point. Première touche maîtrisée, utilisation des 2 pieds. Donc voilà, on voit que le pied gauche, il l'utilise. Conduite de balle avec une bonne fréquence de touche. Peut embêter sous pression, même si sa prise d'information mériterait d'être travaillée. Donc peut-être qu'il est un petit peu tête baissée quand il récupère le ballon. Et il manque peut-être de vitesse dans son choix. Voilà, de passe, de frappe, et si là. Donc la prise de décision peut-être manque de vitesse, de ce qu'il nous dit. Sa qualité de passe est bonne, surtout pour combiner, mais c'est surtout sa qualité de centre qui est à retenir. Donc ça, c'est très important. Il nous faut une qualité de centre pour nos attaquants, que ce soit Gouiri ou de l'autre côté, on va dire Peshao ou Jonathan Rowe quand ils seront dans la surface. Ça peut être intéressant. Ou Greenwood, s'il se réaxe, s'il va dans la surface. Ou d'autres joueurs, Rabiot de la tête, Højbjerg de la tête, on ne sait jamais. Une capacité à multiplier les centres en retrait, au sol, fort devant le but. La palette est complète et crée beaucoup de dangers. Il a aussi pour l'habitude d'intervenir les positions avec son ailier. D'intervertir avec son ailier. Donc avec Greenwood, peut-être des dédoublements sur le côté droit. Et même s'il n'est pas sur le côté droit, il peut jouer côté gauche. Donc c'est très important d'avoir un joueur très polyvalent. Parce que n'oublions pas, on vient de perdre Merlin côté gauche. Imaginons, on le veut sur le côté gauche, on peut le mettre. Et Garcia, peut-être qu'il sera fatigué un jour et ça sera lui qui jouera à gauche. Ou vice versa, Murillo il n'est pas là, et ça sera à la place de Murillo à droite. Vous voyez ce que je veux dire? Je continue. Il a aussi pour l'habitude d'intervertir avec les positions de son ailier, comme je viens de le dire. Il occupe aussi, parfois une position haute dans le demi-espace droit où il peut déclencher des dédoublements intérieurs courts, je viens d'en parler. Un joueur assez libre dans son positionnement. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il colle bien la ligne. Il n'hésite pas à rentrer à l'intérieur en faisant usage de son pied gauche pour trouver des passes axiales et en profondeur. Ça rend son jeu ballon peu prévisible. Il est imprévisible et c'est ce qu'on attend. L'année dernière, on était imprévisible dans notre jeu. Si on a un joueur comme ça qui nous apporte de l'imprévisibilité, c'est tout bénef. En plus, à ce prix-là, j'ai envie de vous dire, 24 ans. Certains vont dire, ouais, mais on prend des risques. Et c'est là, 4, 5, 6, allez, 6 millions d'euros, imaginons 7 millions d'euros. C'est pas excessif, voilà, comme tarif. Timothy Weah, c'était 20 millions. Voilà, peut-être que ça sera pas la même qualité. Peut-être qu'il sera moins terminé. N'oublions pas qu'il joue qu'en Russie et Timothy Weah joue en Serie A. Certains vont me dire, non, il est meilleur que Weah parce que regardez les stats et là. Non, faisons un petit peu la comparaison entre les deux championnats. C'est pas le même championnat. Mais il va nous apporter de l'imprévisibilité et c'est ce qu'on attend. Voilà, une solution supplémentaire avec Murillo qui est peut-être moins imprévisible que lui. Donc c'est très pertinent d'avoir de solutions comme ça sur le banc de touche ou voire dans notre effectif peut-être en titulaire. Bien, on en a parlé de ses qualités avec ballon, mais un défenseur doit savoir aussi gérer les 1 contre 1 défensifs. Et Mantuan sait plutôt y faire en la matière. Donc défensivement, ça laisse pas à désirer, c'est plutôt intéressant, il nous dit Vincent. Il a une bonne technique de cadrage et un bon timing d'intervention. On combine ça avec des appuis réactifs et une bonne orientation du corps. Ça donne un joueur fiable et rarement pris en défaut en 1 contre 1. Un point positif chez un latéral moderne. Mais comme tout joueur qui se projette, on lui trouvera des carences dans le placement et le repli défensif. C'est sûr, s'il est vachement à aller vers l'avant, derrière il y aura des trous d'air. Il faudra quand même un joueur, un milieu de terrain ou un défenseur qui coulisse et qui vienne compenser. Que ce soit à Balerdi quand il coulissera à côté droit ou un autre joueur, je ne sais pas, en défense. Et au milieu de terrain, un Højbjerg, un Gomes, un Rabiot, même si c'est un peu plus haut, il faudra qu'il coulisse pour compenser les montées du joueur brésilien. Donc il vaudrait mieux l'associer à un central capable de couvrir, je viens de le dire, efficacement la largeur et la profondeur par sécurité. Statistiquement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant marqué, mais on découvre un profil complet, efficace défensivement et un apport conséquent sur le plan offensif. Donc on ne va pas regarder les datas, le graphique, on l'a vu tout à l'heure. Je continue. À titre personnel, en voyant ces matchs, il m'a fait penser à Youssef Attal.
Celui de Nice qu'on visait l'année dernière, qui malheureusement n'est pas venu pour X raisons. Je continue. Joueur dynamique, presque instinctif et capable de faire des différences en 1 contre 1 sur ses centres. Et sur ses centres, profil Ligue 1 compatible, préférence dans un 3-4-3 ou 3-5-2. Alors vous allez me dire, on joue un 4-2-3-1, mais ça se transforme. Quand on a le ballon, on joue pratiquement que à 3 défenseurs et on va dire à 70% du match, parce qu'on a environ 70% de possession à chaque match, ou 65, et ben on est en 3, 4-3, 3-5-2, ça chamboule, ça bouge dans tous les sens. Ça reste pas que en 4-2-3-1, vous voyez ce que je veux dire. Il nous faudra des joueurs de couloir qui apportent autre chose que Greenwood, autre chose que Jonathan Rowe côté gauche, ou Péchao s'il arrive, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc il faudra des solutions supplémentaires. Le joueur est en fin de contrat en 2027, mais aurait exprimé sa volonté de partir cet été. Donc lui il veut partir de la Russie, pourquoi pas aller en Ligue 1, pourquoi pas à l'OM. Il est marge autour de 100 000 € mensuels, c'est pas excessif pour nous, c'est à peu près le salaire qu'avait malheureusement feu Quentin Merlin, il est parti, il est aux alentours des 100 000 € si je ne me trompe pas, ce qui peut représenter un frein pour des clubs hors top 6 en Ligue 1, mais pas pour l'OM. Alors ça se tente, et derrière, intéressant, les avis que je vais vous lire. En défense à 4, ça pourrait être plus compliqué, nous dit Amine, donc il est supporter de l'OM je pense, il me suit en plus, salut Amine. Oui, mais encore que c'est pas forcément un vrai red flag, c'est mieux comme piston, mais c'est loin d'être mauvais comme latéral d'une défense à 4. Et comme je viens de le dire, ça va pas rester que à 4. Ça va chambouler, ça va être à 3, ça va être à 5. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'en doute pas, mais en tout cas, en piston, je valide fort, nous dit Amine. Et moi aussi, je valide. À ce tarif-là, voilà, il y en a d'autres qui ont tenté des joueurs et à chaque fois, on fustige dans le sens où on ne tente pas des joueurs. C'est un joueur qu'on n'a pas beaucoup entendu parler, donc pourquoi pas tenter des paris comme ça? Voilà, si on n'arrive pas à faire des gros recrutements comme Timothy Weah et d'autres, voilà, et ben pourquoi pas tenter comme ça un petit pari et derrière investir lourdement sur Péchao. Et oui, parce que si ça se fait pas pour lui, ça se fera peut-être pour Péchao. Je continue. Oui, pour Weah, ça sera pour Péchao. Combien ça coûte? Combien ça peut coûter? Autour de 5 millions, j'imagine. Voilà un petit peu ce qu'il nous dit Vincent et je trouve ça très pertinent. Maintenant, on va regarder un petit peu la vidéo très rapidement ensemble. Let's go, cacao. Alors, je vais mettre un filtre très rapidement. Filtre, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ah merde, le filtre, il faut que je le déplace maintenant. Voilà, vu que je suis là, voilà, le filtre, il va être là. Ok, on y va, allez. On le voit déjà, il tire les coups de pied arrêtés, il tire au moins les pénaltys. Voilà, les tirs au but. Après, je sais pas s'il tire les coups francs, on va voir ça dans la vidéo pendant 1 ou 2 minutes. Allez, on le voit côté droit en bleu, vous allez voir, il va centrer et il va centrer à rater pour l'attaquant qui va marquer le but. Très pertinent son centre dans la bonne zone, à distance du gardien pour pas qu'il intervienne et à distance du défenseur pour pas qu'il intervienne. Là, c'est lui sur le côté gauche qui va frapper, si je me trompe pas, ou alors c'était lui qui avait fait la passe, si je me trompe pas. Là, il est sur le côté droit, le centre, non, la frappe pour Boy Broto. Il prend les risques et il marque le but. Donc il est dans les stats, comme je vous l'ai dit, intéressant parce qu'il est efficace. Là on le voit, il va déborder son joueur. Il est très rapide, très véloce. Le centre, encore au second poteau cette fois. Et il a trouvé son partenaire. Très bonne zone trouvée. Là il est sur le côté gauche, on va le trouver. Voilà l'accélération. Il prend de vitesse son défenseur. Est-ce que le centre pied gauche? Oui, un beau centre pied gauche en retrait. Bon certes c'était pas très loin, mais il a fait un beau centre. La frappe sur le coup de pied arrêté sur le tir au but encore une fois. Donc on le voit là, peut-être sur le côté droit encore une fois. L'accélération, il va prendre de vitesse. Non, le centre directement, bien travaillé au second poteau pour le but de son partenaire, le numéro 11. Là, on le revoit sur le côté droit avec un défenseur face à lui. Est-ce qu'il va le dribbler? Il va accélérer, il va le prendre de vitesse. Oui, il centre au second poteau. Parfait pour l'attaquant qui marque pas. Et derrière, ça marque pas non plus. Là, on le voit en retrait. La frappe en force. Premier poteau, intéressant. Il la met premier poteau, tranquillement mais sûrement. Et la petite célébration qui va avec. Allez, le dédoublement. Non, il accélère. Le petit pont, il est passé. La vitesse, le centre, intéressant, bien travaillé. La tête à côté du poteau. Alors, on verra peut-être pas s'il tire des coups de pied arrêtés. Je vais avancer la vidéo. Donc là, on voit qu'il est très pertinent dans les centres. On le voit beaucoup centré. Là, on le voit qu'il est intéressant aussi dans les remontées de balles. La conduite de balle, comme il a dit Vincent, est intéressante. Il utilise aussi le pied gauche, on le voit. Et là, on va voir la frappe du pied gauche, justement, intéressante. Donc, c'est pas un joueur exclusif pied droit. Il peut utiliser ses deux pieds et il est intéressant. Là, on le voit, duel défensif. Ah, il se fait prendre de vitesse, mais il revient. Pas de faute selon l'arbitre et il récupère le ballon. Donc il fait l'effort aussi défensif, il va très vite sur ses appuis, il se fait pas prendre de vitesse. Là on le voit, contrôle, frappe, peut-être non c'est lui qui a fait la passe. Là on le voit sur le côté droit, il récupère le ballon, gros tacle, et il prend des risques dans les pieds de l'attaquant russe et il n'y a pas de faute. Allez, on le voit encore au duel défensif pour voir s'il défend bien face à l'attaquant du championnat russe. Et il récupère le ballon tranquillement sans faire de faute. Et derrière, il a le bon choix puisqu'il fait une passe. Le bon contrôle. Allez, le dernier choix et on va voir s'il y a des coups de pied arrêtés. Le centre, bien travaillé, la tête, qui passe à côté. Allez, on va voir derrière maintenant s'il y a des coups de pied arrêtés. Centre pied gauche encore une fois. Je veux voir s'il y a des coups de pied arrêtés. J'ai pas l'impression qu'il tire les coups de pied arrêtés. Je parle des coups francs. Il tire les pénaltys. Mais il tire pas les coups francs apparemment de ce qu'on voit là, à moins que je me trompe.
Pour ceux qui le connaissent, ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez vu le joueur plus précisément, s'il tire les coups de pied arrêtés, n'hésitez pas à me le dire parce que ça peut être intéressant. Il nous manque un joueur de ce domaine-là. On a Amine Gouiri qui tire les corners, mais vraiment, on n'a pas vraiment un joueur préposé, vraiment pur et dur. On aurait eu Pekchao s'il vient à l'OM parce qu'il tire bien les coups de pied arrêtés. Et pour l'instant, ben, c'est difficile ce dossier-là. Et j'avais dit que j'en parlais pas. Donc du côté de Guatier, il nous donne son avis. La piste Gustavo Mantuan du Zénith serait-elle aussi une manière de mettre la pression sur la Juve? On peut le penser. Dans le dossier Timothy Weah, l'OM explore plusieurs options au poste de piston ailier droit, affaire à suivre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une piste concrète pour l'OM ou est-ce que c'est un coup de pression de l'OM qui vise toujours Timothy Weah et qui veut absolument Timothy Weah? Ils mettent la pression sur la Juve pour qu'il flanche et qu'ils nous le vendent à 15 millions d'euros maximum avec l'obligation d'achat ou sans obligation. On s'en fout de comment va être formuler l'offre et le deal. Pour l'instant, ben, Timothy Weah n'est pas chez nous. Pour l'instant, Mantuan, c'est qu'une rumeur, concrète ou pas concrète. Foot Mercato nous a informé et je vous ai analysé ça très rapidement. Maintenant, il y a d'autres dossiers comme le milieu de terrain. Bennacer, c'est toujours d'actualité. Ça devrait se jouer entre Al Ittihad et l'Olympique de Marseille pour Bennacer. DZ Foot nous informe aujourd'hui, ce jeudi, que ça devrait se jouer entre les deux clubs. Donc le club saoudien et le club olympien. C'est le flou qui entoure l'avenir du milieu algérien. Désireux de rester à Marseille, comme indiqué à de multiples reprises par DZ Foot, Bennacer a vu le club dirigé par Pablo Longoria et Mehdi Benassia, donc l'OM patienter en espérant convaincre le Milan de réduire ses exigences, notamment parce que le Paris Bennacer est grand et qu'il est coûteux. Il coûte très cher, que ce soit en transfert, même en salaire. Donc il faudrait économiser sur un côté ou l'autre. Milan News 24 confirme ainsi l'intérêt d'Al Ittihad, évoqué par Fabrizio Romano hier, et il annonce même qu'une offre estimée à 10 millions d'euros devrait être rapidement transmise par le club saoudien. Cependant, Marseille, qui apprécie le joueur et vient de perdre Valentin Rongier, se tient également prêt à revenir et pourrait à nouveau tenter le forcing avec les Rossoneri. Soit pour un transfert à coût réduit, soit pour un prêt plus avantageux pour les deux parties. Montant abaissé, prise en charge d'une partie du salaire, obligation d'achat, etc. Les prochains jours devraient être décisifs. Donc voilà pour le dossier Bennacer, c'est la même chose que je vous ai cité, mais aujourd'hui, peut-être que c'est différent par rapport à ce que je viens de vous citer, par rapport à l'offre d'Arabie Saoudite qui vient de tomber. Donc on va dire c'est entre Al Ittihad et l'OM, même si l'OM est un petit peu reculé sur ce dossier-là. Et on va attendre de voir dans les prochaines heures ce que ça va donner. Allez, on va se faire un petit point maintenant sur autre chose que le mercato, donc avec le ressenti de Vitinha. Comment il ressentait un petit peu sa période marseillaise, son ressenti de sa période où il a été très en difficulté, on va dire à Marseille, pour pas dire autre chose. Vitinha Genoa à la Gazzetta. Il y avait trop de pression sur moi à l'OM. C'était une période difficile au niveau mental. J'étais aussi préoccupé par ma maman Maria, qui va mieux aujourd'hui. C'est très bien pour toi. Je suis heureux pour toi. Je veux redevenir le Vitinha de Braga. On travaille tous pour ça. Je suis enfin à l'aise avec la langue italienne et ça joue. Et ça y joue. Puis j'ai trouvé l'amour ici avec Martina. J'ai trouvé la stabilité affective qui me manquait. Je suis plus tranquille et heureux. Donc tant mieux pour Vitinha qui était en difficulté à Marseille. Il y avait aussi sa maman qui allait mal. Donc je ne savais pas ça. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Donc je lui souhaite bon courage pour la suite de sa carrière. Et bonne chance. J'espère que tu vas t'imposer. Pour l'instant c'est difficile pour toi encore une fois. Un autre joueur qui aurait pu signer cette fois à l'OM, c'était lui, Youssouf Yazici. On s'en souvient du côté de Lille. Très bon milieu de terrain. Ça nous aurait apporté quelque chose, la créativité offensive. J'aurais bien aimé avoir ce joueur-là avec sa bonne patte gauche, son physique, son efficacité en Ligue 1. Il marquait des buts, il était dans les passes décisives. Franchement, il était très intéressant et ça aurait été très pertinent de le recruter du côté de l'OM. Malheureusement, il a voulu respecter un petit peu son club où il a passé plusieurs années. C'était à Lille. Il a voulu ne pas partir dans un autre club français. Il a dit quoi? Il y avait l'OM, mais je ne me voyais pas jouer ailleurs en France qu'à Lille. Donc voilà les bonnes paroles et c'est très bien qu'il y en ait comme ça qui pensent cette mentalité-là. Et on va terminer par l'entrée. Autre chose, on va faire un point dans cette fin de vidéo sur le dossier Weah. Voilà, on va faire un point sur le... Ah, il y avait quelque chose là. Le dossier Weah. Alors attendez, ça se complique entre l'OM et la Juve pour Timothy Weah. Liverpool encore avide de stars après Gautiquier. Les infos du jour, bon ça c'est pas compliqué. Mais là j'ai vu un truc qui m'intéresse, pourquoi pas, à voir ce que ça dit. La Juve prévient l'OM pour Timothy Weah. Ce sera au moins je pense 20 millions d'euros. C'est ce qu'ils vont nous dire. La Juve ne lâche rien sur Timothy Weah et maintient ses exigences financières. Selon Tuttosport, la direction Bianconeri attend toujours une offre concrète d'au moins 20 millions d'euros, bonus inclus. Donc là, il parle de bonus dedans. Tout à l'heure, ça parlait de bonus dehors, en plus de 20 millions d'euros. Donc on va se dire 20 millions au total, que ce soit de la part de l'OM ou des clubs anglais intéressés par les lits américains.
Voilà, donc pour l'instant c'est compliqué, je vais pas lire la suite, donc on en reste toujours à la même situation. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, regardez, il y a marqué quoi en bas. Une fois ces 20 millions d'euros obtenus, la Juve envisagerait de recruter Nahuel Molina de l'Atlético Madrid pour environ 30 millions d'euros, un montant élevé, poussé logiquement l'OM à explorer d'autres pistes. Donc on va suivre ça de très près pour Timothy Weah. Et on va voir maintenant pour Peshao, les nouvelles de Peshao. Est-ce qu'il y a du nouveau à la une? Non. Récent? Oui. Allez, on rafraîchit la page. Bam. Prenez Mantuan et Malik Fofana plutôt que Weah et Peshao, s'il vous plaît, nous dit Lille Pietro. C'est pas si déconnant que ça, finalement. Tu fais une économie sur Weah, tu prends le jeune brésilien Mantuan, donc entre 4 et 6 millions d'euros, voilà, environ 5, allez, je vais mettre 5 la fourchette. Et derrière Fofana, vu que ça coûte au moins 35, tu mets 35 directement sur Fofana. Ça fait 40 au total et c'est ce qu'on aurait peut-être presque investi du côté de l'OM pour les deux autres joueurs. Maintenant, le club russe réclame peut-être 5 millions secs et il faudra donner 5 millions secs. Donc l'économie des 5 millions, je ne sais pas si on va la faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ou plutôt le Timothy Weah, je veux dire, par rapport à Timothy Weah. La priorité de Peshao est de signer à l'OM. Donc, on a une nouvelle information. Nouvelle information, je traduis ça. Leeds augmente ses enjeux dans la course à Igor Peshao, nous dit le média donc anglais avec Marchi Leeds, peut-être supporter de Leeds, on ne sait pas. Leeds augmente ses enjeux pour la course à Igor Peshao. Le journaliste André Ochner rapportant que les Blancs ont désormais lancé une offre ferme. Il reste encore du travail à faire avec le joueur qui a besoin d'être persuadé de rejoindre l'équipe, même si dans l'état actuel des choses, Leeds semble le plus proche de sa signature. On va voir combien ils ont proposé. Voilà, j'ai pas vu franchement l'article, il vient de tomber. Leeds augmente ses enjeux, tac 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 tac. Est-ce qu'il y a une offre 60 millions? Ah non, c'est pour autre chose, c'est 60 millions. Je descends, est-ce qu'il y a une offre? Pour l'instant, je vois pas. Ah là. Cependant, après avoir vu une offre de 28 millions d'euros rejetée pour Marseille et confrontée à la déception, en conséquence, la perspective d'un déménagement, est désormais remise au premier plan. Et maintenant, selon André écrivant sur X, les Blancs ont maintenant donné suite à leur intérêt en déposant une offre ferme pour ses services. Selon le journaliste de Football Europa, une offre initiale de 30 millions de livres, soit 34 millions d'euros. Ils ont proposé 34 millions d'euros. Apparemment, ils ont proposé 34 millions d'euros du côté de Leeds. Donc c'est plus que l'OM de ce qu'on a entendu. Ou alors l'OM avait proposé 35 au total avec des bonus. À voir la suite. Pour l'instant, l'OM est toujours en soum-soum. Je pense que ça travaille toujours dessus. C'est une priorité pour l'OM. Mais c'est très compliqué. Voilà, Leeds, s'il commence à proposer, Leeds, il serait peut-être à proposer plus. Et on ne pourra pas suivre. Donc, je suis ça quand même de très près. Je vous en parlerai que s'il y a du concret. Là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. C'est pour ça que je vous en parle. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Je regarde s'il y avait autre chose derrière. Voilà. Hop, je descends un petit peu. Donc, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre apparemment. Selon les dernières informations. Voilà les amis, je pense que ça va tout aborder avec vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Il y avait d'autres rumeurs peu concrètes, peu farfelues, très farfelues pardon, que je ne vais pas vous citer. Mais on les verra dans les prochaines vidéos et dans les prochains moments en live. Comme ça, on passera un bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à réagir à tous les dossiers, tous les sujets. Et n'oubliez pas, samedi, Gironne OM, on sera ensemble pour passer un bon moment, je l'espère. Vive le foot chez Zabash Foot, likez, dislikez, abonnement, cloche, partage, tout ce que vous voulez. Si vous m'appréciez pas, dites-le quand même dans les commentaires. J'apprécie de lire les haineux. Vive le foot chez Zabash Foot encore une fois. Et surtout, et surtout quoi? Allez l'OM!